Bienvenue. Aujourd'hui, on part pour une fouille archéologique, mais pas comme les autres. On ne va pas chercher des poteries ou des ossements, non. On va creuser pour explorer les fondations même de notre pensée. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. La question a l'air toute simple, mais la réponse, elle pourrait bien ébranler certaines de nos certitudes les plus profondes sur l'expérience humaine. Imaginez un instant, et si la structure même de notre réalité, notre façon de l'apercevoir, n'était qu'une construction culturelle? C'est exactement ça le cœur de notre exploration. On va tenter de mettre au jour une manière de voir le monde qui défie complètement notre vision moderne. Notre tout premier indice, il nous vient de l'art. On va regarder comment une culture ancienne représentait le monde, parce que ça nous en dit long sur la façon dont elle le pensait. Voilà le défi immense auquel les artistes de l'Égypte et du Proche-Orient ancien étaient confrontés. Pour eux, un simple instantané, une photo du réel, ça ne suffisait pas. Non, il fallait capturer l'essence même, la vérité complète d'un objet. Et leur solution, c'est ce qu'on appelle l'art abspectif. L'idée, ce n'est pas de copier ce que l'œil voit à un instant T, l'idée, c'est de construire une image conceptuelle, une représentation qui révèle la vérité la plus complète, l'identité durable de l'objet. La différence de philosophie est juste fascinante. Notre art à nous, il est basé sur la perspective, il cherche à imiter ce que l'œil voit. L'art aspectif, lui, il veut communiquer une connaissance. Une tête, on la reconnaît mieux de profil, mais un œil, on le reconnaît mieux de face. Alors pourquoi choisir? L'artiste aspectif, lui, combine les deux. Il crée comme ça une représentation plus vraie, plus complète que la réalité elle-même. On passe à notre deuxième indice, la langue. Parce que la structure de nos mots, de nos phrases, peut construire des mondes mentaux complètement différents du nôtre. Voilà un fait linguistique qui, de prime abord, est assez déroutant, non? Comment une langue peut-elle fonctionner sans un outil de comparaison aussi basique? La réponse, en fait, elle nous révèle une façon radicalement différente de penser les relations. Et voilà la clé. Au mieux d'avoir un observateur extérieur qui compare deux choses, la comparaison en hébreu se fait de l'intérieur. Saül n'est pas plus grand que les autres, d'un point de vue objectif. Non, il est grand depuis le point de vue du peuple. La relation se définit de l'intérieur même de la scène. C'est subtil, mais ça change tout. Et cette logique, cette façon de penser les relations, ça ne s'arrête pas aux mots. Ça imprègne toute la structure des phrases à travers un principe vraiment fascinant, le parallélisme. Ça, c'est un exemple parfait. On ne se contente pas de dire qu'un fils sage, c'est bien. Non, on présente l'idée, et juste à côté, son contraire. La juxtaposition des deux crée une image complète, pleine de nuances, de la dynamique familiale, une image bien plus riche qu'une seule affirmation. La logique derrière ça, c'est un outil cognitif fondamental. Quand on associe deux éléments comme ciel et terre, on ne fait pas qu'une simple addition. On crée une nouvelle entité, un concept plus large qui les englobe, l'univers. Penser par pair, c'était une façon de construire la complexité du monde. Maintenant, voyons comment cette façon de penser s'appliquait à une échelle encore plus grande, l'organisation du cosmos lui-même. Contrairement à notre vision moderne d'un univers bien compartimenté, le cosmos ancien était fluide. Les frontières entre les mondes, le divin, l'humain, le monde des morts étaient perméables. Le divin pouvait surgir dans le quotidien, tout pouvait interagir. Alors comment on met de l'ordre dans un univers si potentiellement chaotique? Par un acte mental absolument fondamental. Tracer des lignes, créer des catégories, séparer les choses les unes des autres. Et cette logique de la séparation, on la retrouve absolument partout. L'acte même de création dans la Genèse, c'est une série de séparations. Dieu ne crée pas à partir de rien, il met de l'ordre en séparant. Et cette même structure mentale, on l'applique ensuite à la société pour définir ce qui est permis, ce qui est sacré, bref, ce qui maintient l'ordre du monde. Cette citation de l'anthropologue Mary Douglas, elle est capitale. Elle nous montre que les concepts de pur et impur, ce n'est pas arbitraire, c'est le résultat direct de ce besoin cognitif d'ordonner le monde. En fait, l'impureté, c'est simplement ce qui est hors de sa place dans un système mental bien défini. Jusqu'ici, on a exploré comment cet esprit ancien percevait le monde extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe quand cet esprit se retourne sur lui-même? On commence au point le plus bas. Ce verset exprime un désespoir absolu, un sentiment de vide total, où même l'espoir semble mort. C'est vraiment le point de rupture. Et c'est justement là, à ce point de rupture, que quelque chose de remarquable se produit. Au lieu de juste subir son désespoir, l'esprit prend du recul. Il commence à s'analyser lui-même, à observer le processus de sa propre souffrance. C'est l'émergence de ce qu'on appelle la pensée de second ordre, la métacognition. Et là, c'est le point de bascule. Voici ce que je veux me rappeler. C'est un acte de pure volonté. L'esprit ne subit plus ses pensées. Il décide à quoi penser. En choisissant activement de se remémorer autre chose, il crée activement de l'espoir. C'est une découverte stupéfiante. Le pouvoir de l'esprit
à façonner sa propre réalité. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce que ce sont juste des curiosités d'une culture lointaine, ou est-ce que ça révèle quelque chose de bien plus profond sur l'esprit humain en général? Pour répondre, faisons un bond dans le Pacifique Sud. Des recherches assez récentes ont montré que les Tongiens ne classent pas le monde comme nous. Ils ont une catégorie mentale pour tout ce qui touche à l'océan, et ça mélange des choses que nous, on placerait dans des domaines totalement différents. C'est la preuve que la culture continue aujourd'hui encore de sculpter activement nos catégories de pensée les plus fondamentales. La conclusion de notre exploration est donc assez claire. La logique n'est pas une structure unique et universelle. Nos manières de voir, de comparer, d'ordonner, de réfléchir, ce sont des outils, des artefacts culturels qui nous sont transmis par notre culture, exactement comme une langue ou un savoir-faire. Et tout ça, bien sûr, ça nous ramène à nous-mêmes. Finalement, cette fouille archéologique d'un esprit ancien, c'est une invitation. Une invitation à devenir les archéologues de notre propre pensée. À se demander quelles sont ces structures héritées, ces schémas invisibles qui organisent notre perception de la réalité. La question, évidemment, reste ouverte.